13e leçon de notre MOOC, nous allons détailler aujourd'hui la manière dont nous allons réaliser cette phase de construction des hypothèses du projet après avoir réalisé la phase de veille, autrement dit la phase 1. Rappelons-en les principaux objectifs. Reprenons ce petit schéma de notre modèle de méthodologie de projet selon notre mode de design thinking. Donc voici cette phase 1, voilà, qui est un peu une phase de convergence du travail de veille. Nous allons faire deux types d'activités principales. Créativité et développement des hypothèses de travail à partir des problématiques identifiées en phase précédente, ou encore appelées hypothèses de travail justement, ou identification du ou des axes à développer et à expérimenter dans la phase suivante. Donc pour continuer sur le rappel de ces objectifs de la phase 1, donc du travail de veille préliminaire, on extrait au cours de cette phase les axes de développement, ou encore appelés hypothèses de travail. Celles-ci permettront, après sélection en fin de phase 1, de développer des avant-projets qui feront l'objet de tests, de modifications, d'évaluations, puis, après choix d'un avant-projet dans la phase 2, nous pourrons poursuivre le projet. Les principaux acteurs disciplinaires mobilisés dans le cadre d'un projet en entreprise pourront être, à ce stade, évidemment le design, l'ergonomie et les utilisateurs, dans le cadre d'une pré-enquête, l'anthropologie, bien sûr, ingénieurs et techniciens, marketing avancé, c'est-à-dire au-delà du benchmark, bien sûr, et puis plasticien, pour les aspects plastiques, c'est-à-dire concernant l'identité formelle des propositions. Pour ne pas perdre de vue une des principales spécificités du projet de type design thinking, on ne doit jamais oublier de prendre en compte de manière simultanée les trois ensembles de données qui sont, je vous le rappelle, la désirabilité, la viabilité et la faisabilité. Et par rapport à ce schéma, nous avons vu que nous cherchions à créer des potentialités d'innovation, notamment sur les zones de recouvrement entre les groupes de données. Par exemple, l'innovation par l'usage entre désirabilité et faisabilité, l'innovation émotionnelle entre désirabilité et viabilité, et l'innovation de process entre viabilité et faisabilité. Un exemple maintenant. Donc nous allons prendre le travail du groupe d'étudiants numéro 6, c'est-à-dire celui de Marie, Victorien, Emmanuel, Étienne et Marion. Il nous propose trois hypothèses pour cette phase 1 que nous allons détailler. Mais avant, il est utile de dire en introduction que ces étudiants ont fait une autocritique après leur soutenance de phase 0 dont ils n'ont pas été satisfaits. Toujours intéressant d'apprendre par rapport à quelque chose qu'on ne sait pas abouti. Voici leur constat. Un manque de positionnement, des imprécisions autour de la notion de matrice, et le groupe souhaitait se positionner sur le sujet de la mémoire de l'eau, mais cette hypothèse était bien rapidement abordée, donc encore trop fragile. Le lendemain de la soutenance, ils ont eu fait un point avec nous sur la valorisation du travail accompli et les écueils à ne pas renouveler. Certains éléments de la veille n'avaient été que trop peu approfondis. Comment ont-ils rebondi ? Avant d'aborder en profondeur la phase 1, ils ont été conduits à revaloriser le travail de veille par une approche plus systémique des axes de recherche alors déterminés. Par approche systémique, on va considérer chaque axe de recherche au sein d'un contexte élargi, d'un système avec ses interactions, dont un réseau d'acteurs, mais nous développerons plus tard cette notion. Ce fut un bon réflexe, car la phase 0 étant le socle sur lequel va se construire le projet, il faut être sûr de sa solidité. Ils ont eu besoin d'un nouvel éclairage pour revaloriser tout le travail de veille, par le biais d'une discussion qu'ils ont eue avec un intervenant citant le livre de Denis Le Bihan, Le cerveau de cristal, docteur directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et un des pères de l'imagerie médicale du cerveau humain. Il dit notamment que s'intéresser au cerveau, c'est nécessairement s'intéresser à l'eau. En effet, la matière la plus courante du cerveau, c'est l'eau. L'organisation cellulaire du cerveau a été bien vite comparée à l'organisation de la ville. Et par extension de cette idée, il propose une analogie de la ville avec un être vivant. Si celle-ci n'est pas nouvelle, il semble opportun de constater que celle-ci est bâtie sur un socle assez solide qui permettra sans doute de bon développement. Voici quelques petits schémas, plus ou moins abstraits, qui résument leur recherche. Cette analogie débouche sur une problématique générale qui servira de cadre à la représentation des hypothèses. L'eau, noyau et vecteur de l'innovation au sein du tissu urbain, un peu comme une baseline. Il s'accompagne d'un socle d'acteurs qui sera commun aux trois hypothèses présentées. Des acteurs spécifiques pour chaque hypothèse viendront ensuite le compléter. Voici le premier socle d'acteurs commun aux trois hypothèses en illustration.
Détaillons maintenant les hypothèses. La première, l'eau dans le tissu urbain, équilibre entre besoin vital et objet de désir. S'appuyant sur les caractéristiques de l'eau, l'homme lui confère d'autres fonctions que ses fonctions vitales. Les caractéristiques de l'eau sont sa rondeur, sa souplesse, sa puissance, sa transparence, son omniprésence aussi. Les fonctions répondant à nos désirs peuvent être d'ordre technologique, artistique, psychologique, voire religieux. Par exemple, l'eau ne peut nous divertir par le biais des sports aquatiques, nous apaiser par le biais de l'art, améliorer notre quotidien avec la technologie ou contenir notre culture. Utilisée de la sorte, l'eau a des conséquences sur le développement des lieux de vie qui sont de l'ordre de la créativité humaine et qui dépassent largement le besoin vital. Voici une planche univers associée à la description de ce concept. Nous en reparlerons plus précisément dans une autre leçon. L'hypothèse 2. Une crève dans le tissu urbain. Conflit d'identité en sous-titre. Elle semble issue d'un travail d'enquête auprès d'une tribune en ligne où s'expriment les Lyonnais sur leur conception par rapport au quartier Confluence. En réponse à la problématique qui a été synthétisée par ce schéma en forme de poumon humain, ils développent le concept d'une greffe urbaine pour soigner le quartier observé. Ce schéma synthétise le résultat de leur enquête qui démontre de grands écarts dans certaines perceptions du quartier en développement entre les gens et les promoteurs du projet. Comme sur un corps malade, une greffe sera posée. Je vous laisse découvrir ce petit schéma. Par exemple, on y voit l'opposition entre biennale d'art contemporain à la Sucrière et puis notion de quartier de luxe aseptisé. D'un côté, on a aussi dans les aspects négatifs une architecture extravagante. L'architecture doit être aussi extravagante pour exprimer la modernité. Ou encore, on a aussi les aspects un peu plus jugés abstraits par les habitants au sein de ce forum. Bref, autant d'éléments qui nourriront la suite du travail. Voici une planche d'univers pour cette hypothèse. Là aussi, nous en détaillerons le contenu un peu plus tard. L'hypothèse 3, l'eau comme catalyseur de l'harmonie sociale au sein du quartier. Il part de l'étymologie, catalyseur, c'est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique sans paraître participer à cette réaction. C'est un élément qui provoque une réaction par la seule présence ou par son intervention. C'est une source de chez Larousse. Ensuite, ils ont regardé mixité, caractère propre à un mélange d'éléments hétérogènes ou différents. Il faut un liant, un outil permettant une véritable mixité sociale, au-delà des initiatives immobilières et du vocabulaire dans l'air du temps, comme dit Gérard Baudin. S'asseoir pour parler et écouter les autres permet de mieux les comprendre, et de mieux se comprendre aussi. L'eau, bien commun et dénominateur commun des habitants du quartier, pourrait être utilisée comme vecteur de flux et d'échange pour stimuler, drainer, hydrater le tissu urbain en mettant l'humain au cœur de la démarche. Il nous propose cette planche univers, que nous détaillerons elle aussi un peu plus tard. En synthèse, nous allons préciser comment matérialiser le travail de phase 1. Décrire son contenu conceptuel. On expose le concept en utilisant les mots-clés identifiés au cours du travail de veille. On décrit en quoi l'hypothèse proposée représente potentiellement une innovation ou améliorera un état existant. Évoquer un mode d'usage général. Pas encore sur un plan purement fonctionnel, certes, mais de préférence sur un plan général ou social. Évoquer l'univers formel afin de commencer le long travail d'élaboration de l'identité de la proposition. La forme d'une planche univers réalisée par collage d'illustrations, éventuellement annotées, est dans un premier temps un dispositif simple à produire et réalisable par tous. Ces deux premiers nous permettent d'aborder les paragraphes concernant la désirabilité. Ensuite, on va évoquer les technologies ou les process qui pourront être mis en œuvre de manière non approfondie à ce stade du projet et qui nous permettra d'aborder la faisabilité. Enfin, dans une approche sociale et économique, décrire sinon une cartographie d'acteurs au sein de laquelle l'hypothèse de travail pourra s'inscrire, ou au moins identifier les typologies d'acteurs concernés, par exemple une agence de l'eau, un groupe de recherche, une association, un industriel, un spécialiste de telle ou telle discipline. Ce travail nous permettra plus tard de répondre à la viabilité du projet et à la construction de son business model. Puis, une ouverture sur la phase suivante est proposée en identifiant les possibles points durs à prendre en compte, les premières actions à mener et les outils et les méthodes qui seront a priori utilisés. Aujourd'hui, nous avons vu comment concrètement réaliser ce travail de phase 1, qui a pour objectif l'élaboration des hypothèses de travail.
Dans l'exemple présenté, celle-ci avait comme chapeau une problématique générale et une identification des acteurs concernés. On est en quelque sorte dans la production de cahiers des charges. Dans la prochaine leçon, nous proposerons une évaluation commentée du travail de ce groupe d'étudiants.